Bonjour Pascal Barbet. Bonjour Christophe. Vous êtes spécialiste en sciences et techniques d'optique physiologique et en optométrie. De bons yeux pour la vie, c'est votre livre paru chez Albin Michel. Entretenez votre vue au quotidien avec des techniques assez simples, avec beaucoup de bon sens, avec des techniques aussi un peu plus inspirées de la rééducation. On a donc beaucoup de personnes ont des troubles de la vision, beaucoup de personnes ont des lunettes, des lentilles. On a une marge de manœuvre pour se soulager, améliorer sa vue tout au long de sa vie. Tout à fait. Donc c'est la prévention principalement avec des compléments alimentaires, de l'hygiène alimentaire et également des exercices visuels. On la décrira. Alors il y en a plein dans le livre, on en parlera tout au long de l'émission, mais ça paraît plutôt simple en général. Mais les grandes choses sont simples. Alors la difficulté c'est de s'y tenir. Car beaucoup de gens commencent et puis s'arrêtent en cours de chemin parce que c'est le temps qui travaille pour nous aussi et il faut s'en occuper régulièrement. On a trouvé des raccourcis, c'est-à-dire qu'en faisant les exercices le soir avant de dormir, on a des résultats nettement supérieurs à ceux qui les font le matin en se levant. Alors écoutez bien maintenant et puis peut-être que ce soir vous vous y mettrez. Dès le début du livre, on le découvre, on peut agir à plein de niveaux. Là, vous allez pouvoir nous expliquer au niveau physique, énergétique, psychique et émotionnel. Tout ça contribue à une bonne vue psychique et émotionnelle et j'ai un peu plus de mal à comprendre. Ça veut dire qu'il faut se sentir bien, quoi. Voilà. En fait, on dit il n'y a pas pire sourd que celui qui veut pas entendre. Mais on pourrait dire il n'y a pas pire aveugle que celui qui veut pas voir. Ouais. Et donc il y a des causes psychosomatiques importantes dans les problèmes visuels qui sont souvent non nommées dans les séances d'ophtalmologie ou on n'en parle pas beaucoup de tout ça. Trop la mode actuellement. Ouais. Mais quand on prend le temps d'écouter le patient, souvent avant des grands problèmes visuels, il y a souvent un stress important, un deuil, une séparation, etc., qui va amener la personne à dégrader son système visuel en bloquant son énergie vitale, si vous voulez, pour simplifier. Et donc, la personne va moins bien manger parce qu'elle va être stressée. Et puis, de fil en aiguille, au bout de 3 semaines, 6 mois, eh bien, sa vision se dégrade, donc elle va consulter chez l'ophtalmologiste pour savoir pourquoi. Oui. Il est question de bien-être, il est question de ces techniques de rééducation, ces techniques simples. D'où est-ce que viennent toutes ces informations, ces travaux que vous avez rassemblés dans le bouquin? Alors, en fait, moi, je suis parti d'Armand Bastien, qui est un Canadien, qui, dans les années 70, avec un groupe de chercheurs, ont mis au point une façon de travailler nouvelle, parce que les méthodes d'examen de vue étaient quand même assez anciennes. Les grandes recherches, c'est 1880, et ça nous ramène à 130 ans en arrière. Et donc, dans les années 70, donc il y a vraiment une quarantaine d'années, eh bien, ce spécialiste nord-américain, parce que c'est un Québécois, de Montréal, a amélioré un tas de processus. Et donc, 4 Français sont partis là-bas pour apprendre ces méthodes-là. Et donc, moi, j'ai été la deuxième génération. On a accueilli toutes ces méthodes qui venaient du Grand Nord canadien, quasiment. Le Grand Nord, quand même, n'exagérons pas, parce que c'est quand même Montréal. Bon. On entend beaucoup dans l'émission des spécialistes nord-américains. Souvent, il y a beaucoup d'innovation qui vient de là-bas, en tout cas, ça on peut le dire. Et en fait, au tout départ, ça vient d'un spécialiste qui s'appelle William Bates, qui est un ophtalmologiste américain dans les années 1920, qui lui fait tout un tas de découvertes, se rend compte que si on est stressé, eh bien le système visuel va moins bien. Donc il propose notamment dans les écoles des systèmes de relaxation aux élèves, et il se rend compte qu'il y a beaucoup moins de lunettes chez les enfants qui ont fait ces exercices. C'est une surprise à l'époque, quand même. Oui, alors d'ailleurs il y a beaucoup de détracteurs. Et à l'époque, il y a toute une opposition en disant mais non, il y a que les lunettes qui fonctionnent, etc. Bon, depuis, il y a eu les lentilles de contact, la chirurgie, etc. Ça a beaucoup évolué. 01 56 88 40 20. Je vous rappelle ce numéro de téléphone. Vivre FM, c'est vous. Voici le premier témoignage. Ghislaine est une institutrice de grande section de maternelle. Elle est très attentive aux possibles problèmes de vue de ses élèves, même si ce n'est pas toujours si facile que ça. Écoutez-la. Les enfants qui sont bons élèves compensent leurs difficultés de vue par des efforts beaucoup plus fournis, ce qui fait que ça ne se voit pas pendant un certain temps. Et puis, lorsqu'on s'aperçoit que l'enfant vraiment est fatigué et par rapport aux autres montre un confort moindre, eh bien on peut se poser la question, est-ce que justement il n'aurait pas compensé pour parvenir à réussir le travail de la journée. Nous-mêmes, on pourrait effectivement lui poser tout simplement la question, est-ce que tu vois bien? En tant qu'enseignante, on a la possibilité de se référer à l'infirmière scolaire qui pourra procéder à un dépistage de la vue
Pour ceux qui sont en difficulté, c'est déjà plus difficile. Il est possible que les troubles dans le graphisme, la fatigue correspondent à d'autres difficultés que celles de la vue. Donc, en général, pour ces enfants, on se mobilise. On n'a aucune formation dans ce domaine. Je pense que c'est l'expérience qui nous permet de nous poser la question. Un enfant qui effectivement a un gros problème de vue et n'est dépisté qu'en grande section a déjà forcément accumulé, je dirais, des lacunes. Il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas faire parce qu'il se trouve face à cet handicap. Moi, ce qui m'a souvent frappé, c'est attendre la grande section et le dépistage en grande section. Ça me semblait un petit peu tard et un peu dommageable pour eux. Est-ce qu'il y a des enfants qui refusent de porter leurs lunettes? Ah oui, il y en a. Il y en a. Ce qui est un petit peu ennuyeux, c'est que l'enfant de lui-même va pas forcément y penser. Donc nous, en tant qu'enseignants, on doit être vigilants. Il doit les quitter pour la récréation, les remettre après, bien les ranger. En général, il les dépose sur le bureau de la maîtresse. Et la maîtresse est là pour rappeler l'enfant qu'il ne doit pas oublier ses lunettes et les remettre dès que le moment de classe recommence. Merci à Ghislaine, l'institutrice, pour son témoignage. Elle a été interrogée par Carole Schirer. C'est vrai que les instituteurs, les profs sont aux premières loges pour découvrir parfois et suivre aussi les problèmes de vue des enfants, parce que ça commence très tôt. Tout à fait. La première vague arrive souvent au deuxième trimestre du CP. Donc c'est tous ces enfants qui font trop d'efforts pour la lecture, décrypter des nouveaux caractères, faire des bâtons et des ronds, être concentré sur la lecture. Ça, ce sont les premières mauvaises habitudes qui apparaissent à ce moment-là, on va dire. Avec une distance de lecture qui est vraiment trop proche la plupart du temps. Donc il faut vraiment être alerté quand l'enfant regarde trop près. Probablement il a ce qu'on appelle une ésophorie, donc on va pas trop rentrer dans les termes techniques, mais c'est une espèce de surconvergence qui souvent va l'amener vers une myopie ensuite quelques mois après. Oui. Parce qu'il corrige trop, c'est ça que vous voulez dire? Parce qu'il fait trop d'efforts. En fait, la myopie, on commence à comprendre qu'il y a plusieurs sortes. Il n'y en a pas qu'une seule, comme on a cru au départ. Et une des grandes causes de la myopie, c'est faire trop d'efforts. En fait, quand on est trop concentré, il y a un risque de dégradation du système visuel. Donc, la réponse pour le cerveau, c'est de faire une myopie. Voilà. Cette institutrice, Ghislaine, elle nous dit, elle est en grande section maternelle, elle nous dit c'est déjà presque trop tard pour s'intéresser à ses enfants. Est-ce que vous pensez que le dépistage est correct, que les profs savent par exemple repérer, les parents aussi, repérer quand ça va pas? Alors il y a plusieurs questions dans votre remarque. Déjà, les premiers dépisteurs, ce sont les instituteurs et les institutrices. Les parents souvent sont trop avec l'enfant, ne se rendent pas compte qu'il y a une différence avec un autre enfant. Donc c'est vraiment les institutrices qui nous amènent des cas intéressants souvent parce qu'il y a tout à faire. Donc première chose. Deuxième chose, au niveau du dépistage, c'est vrai qu'il faut des moyens pour le dépistage et souvent c'est fait une année sur 2 ou une année sur 3. Donc il y a tout un tas d'enfants qui sont pas dépistés chaque année. Et pour la troisième question, en fait, c'est est-ce que c'est bien de le faire en maternelle ou plus tard? Eh bien, plus on le fait tôt, mieux c'est. Donc, il faudrait un dépistage autour d'1 an pour lever ce qu'on appelle les amblyopie. L'amblyopie, c'est un enfant qui va avoir un œil qui fonctionne pas et l'autre qui fonctionne. Donc c'est embêtant parce qu'en cas d'accident sur l'œil qui fonctionne au cours de la vie, eh bien le deuxième œil ne fonctionnera pas. Donc il faut essayer de lever l'amblyopie le plus tôt possible. L'idéal étant avant 3 ans. Donc d'où l'importance du dépistage scolaire en maternelle. Alors Pascal Barbet, vous décrivez les ennemis des yeux dans le livre. Oui. Vous avez donné là quelques pistes à l'école, ces enfants qui sont confrontés à la lecture de près. Il y a aussi les écrans qui font partie de nos vies partout. Le téléphone, l'ordinateur, tout, la tablette même. Voilà, alors les écrans n'ont pas le pouvoir de dégrader votre vision, mais c'est l'attitude qu'on a par rapport aux écrans. C'est-à-dire que si on est trop concentré et qu'on regarde trop près avec un mauvais éclairage, le risque est majeur. Donc en fait, les conseils, c'est de pouvoir regarder le plus loin possible. Donc un certain monsieur Armand, que je cite dans mon livre, c'est un physiologiste américain, avait découvert qu'en fait il faut lire à peu près la distance du coude. Donc pour la lecture, oui. Voilà, si on prend par exemple comme la statue du penseur de Rodin, oui, on prend la position. La position, c'est à peu près la distance du coude. Donc si on n'est pas plus près que ça, c'est très bien. Mais l'enfant qui va lire à plat ventre sur son lit, il va se trouver à 20 cm. Or la distance du coude, c'est plutôt du 35
35-40 cm. Et puis pour les écrans, pour les télévisions, elles sont immenses ces télé. Alors faut être vraiment loin. C'est surtout les écrans de près. En fait, c'est tout ce qui est téléphone portable, console, ordinateur, tout ce qu'on peut toucher avec les mains. C'est ça qui va créer une convergence. Alors qu'en vision de loin, quand on regarde la télévision, paradoxalement, il y a moins de problèmes, alors que les gens passent pas mal de temps devant la télévision, mais c'est moins problématique que les ordinateurs ou les consoles. Vous savez, il y a des parents qui disent regarde pas la télé de si près parce que tes yeux ils vont s'user. Est-ce que les yeux s'usent à trop s'en servir? C'est un petit peu la question que je vais vous poser. C'est comme les piles dont je citerai pas le nom qui ne s'usent que si l'on s'en sert. Non, en fait, on s'est rendu compte que, par exemple, il y a des études qui ont montré que les enfants qui travaillent beaucoup sur ordinateur ont des capacités à décrypter certains messages plus rapidement, à faire les associations, etc. Donc en fait, l'ordinateur c'est pas mauvais. C'est l'excès, c'est toujours pareil. Quand on fait des excès de n'importe quoi, c'est mauvais. Donc il faut essayer de limiter le temps et pas faire que des jeux. Rester raisonnable. Voilà. D'autres ennemis, le soleil. Oui. Alors c'est surtout les ultraviolets. En ce moment. Oui, en hiver on en a pas assez. Donc les ultraviolets sont assez nocifs, notamment chez l'enfant qui est tout neuf. Ces tissus sont très transparents, donc ça traverse la cornée, ça arrive sur le cristallin et il y a un risque d'abîmer le cristallin et de préparer des futures cataractes chez l'adulte. Alors on peut pas y mettre de la crème solaire sur les yeux, c'est même très déconseillé. Oui, heureusement. Il faut donc choisir de bonnes lunettes, c'est ça. Voilà, on a inventé les lunettes de soleil avec des très bons filtres. En France et en Europe, de toute façon, il y a des normes européennes qui importe en fait que des lunettes de bonne qualité, donc vous n'avez pas trop de risques. À ces normes, ça fonctionne. Hein. Voilà. Le tabac aussi, alors ça aussi c'est quand même amusant parce que le tabac revient dans 3 émissions sur 4 comme étant nocif pour à peu près tous les domaines, là aussi. Oui, alors c'est pour une raison assez précise, c'est qu'en fait le tabac va consommer beaucoup de vitamine E, parce que la vitamine E c'est un chélateur chimique, ça va absorber les toxines. Si vous mettez des toxines dans votre corps sous forme de fumée, et de goudron ensuite dans les poumons, vous allez avoir de la vitamine E qui va être consommée en grande quantité, et cette vitamine E, ça en fera moins pour vos yeux. Et il se trouve que la rétine est un grand consommateur de vitamine A surtout, vitamine E et vitamine C. Donc c'est les 3 grandes vitamines qui sont importantes pour la rétine. Et donc si vous fumez, vous aurez plus de risques statistiquement d'avoir des problèmes de rétine. Alors, dernier ennemi, puis après on se retrouvera dans la suite de l'émission, on vous promet, pour donner des pistes plus positives, et puis des exercices pour entretenir la vue, c'est quand même l'essentiel. Parmi les mauvais aliments, le sucre, hein, ça c'est quelque chose. Oui. Le sucre d'ailleurs, qu'il soit vrai ou faux, les sucrettes aussi, c'est pas terrible. Non, parce que le sucre lui-même, faut savoir qu'un adolescent qui prend des boissons type soda avec 20 morceaux de sucre en moyenne par litre, s'il boit ses 2 litres sur le terrain de football plus des chocolats toute la journée, etc., plus tout ce qu'on peut manger sucré, on est à 70 à 80 morceaux de sucre par jour par adolescent. Ah oui. Donc d'où l'obésité qui peut arriver et aussi les problèmes oculaires. Vous savez que chez les mammifères, les amis les hommes qu'on appelle les chiens, on leur donne un petit sucre tous les jours et puis ils risquent d'avoir une cataracte assez vite. Faut pas le faire non plus pour eux. Non. D'autres pistes, des pistes pour entretenir votre vue avec notre invité Pascal Barbet dans la suite de l'émission. On entendra le témoignage de Judith. Elle a essayé le yoga des yeux. Vous verrez ce que c'est. Et puis restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On répondra à toutes vos questions. Internet www.vivrefm.com pour les poser. À tout de suite. Entretenez votre vue au quotidien. C'est peut-être une découverte pour vous aujourd'hui dans Vivre FM. C'est vous. On est avec Pascal Barbet jusqu'à 13h, spécialiste en optique physiologique, en optométrie, de bons yeux pour la vie. C'est votre livre paru chez Albin Michel. Voici les idées reçues, les clichés qui ont la vie dure. Première idée reçue, les corrections des yeux coûtent cher. Beaucoup de gens ne se soignent pas en ce moment, en temps de crise. C'est trop cher. C'est un peu vrai. Vous savez que 8 millions des Français sont en dessous de 970 € de revenus mensuels. Et donc, une paire de lunettes, je crois, au niveau du panier moyen est autour de 370 €, quelque chose comme ça. De base. Hein, de base, ça peut monter à 900 € et plus. Bon. Et donc, c'est vraiment un problème pour certaines familles. Donc, heureusement, il y a des aides, il y a des mutuelles, il y a des... Et puis, voilà. Ouais, il faut pas, malgré tout, faut trouver des solutions, faut pas attendre, voilà. Il faut pas rester sans rien. Vous conseillez pas, vous, de... Ah non, il faut quand même faire quelque chose pour ces enfants, surtout qu'après, ça peut créer des échecs scolaires. Donc, la moindre des choses, c'est d'aider nos enfants à être en bonne santé. La deuxième idée reçue concerne les personnes âgées. Elles ne devraient pas avoir le droit de conduire, elles n'y voient plus rien du tout.
Alors c'est vrai que la réglementation pour la conduite automobile n'est pas très exigeante. On forme pas non plus des pilotes d'avion. Hein. C'est pas en 3D, c'est en 2D la conduite automobile. Mais on voit fréquemment des gens qui ont en dessous de 3-4 dixièmes et qui conduisent leur automobile. Alors bien sûr, elles connaissent le trajet, font ça 2 jours. Enfin, c'est un peu limité. Les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, il faut vérifier régulièrement à partir de 70 ans. Puisque les risques de cataracte notamment sont très très fréquents entre 82 et 87 ans. C'est à peu près la moyenne. Entretenez votre vue, on va en parler maintenant. C'est valable aussi pour des personnes qui avancent en âge? Ah bah oui, surtout encore pour elle, plus, à partir de 45-50 ans, il y a la presbytie qui arrive déjà. Et puis aussi cette fameuse maladie qu'on appelle le glaucome, donc une surtension, une surpression dans le globe oculaire par trop grande sécrétion de lumière aqueuse. Et donc ça, c'est à surveiller parce que c'est insidieux et certaines personnes peuvent même perdre la vue. Donc, mais ça, c'est sur des périodes longues, hein, 20, 30 ans, mais bon, faut surveiller à partir de 40 ans. Alors sur ces techniques, on ouvre le livre, on a un petit peu peur que ce soit compliqué, et puis je découvre que vous nous proposez d'abord, il y a aussi autre chose, mais de respirer et de bâiller. Il y a 3 choses importantes pour la santé humaine. Manger, mais on peut arrêter de manger 3 semaines, oui. On a encore envie. Boire, on peut arrêter de boire 3 jours. Et respirer, vous pouvez arrêter de respirer 3-4 minutes. Donc la première grande source pour le corps, c'est l'oxygène. Donc en fait, on a oublié ça, mais le stress va comprimer les poumons. Je vois énormément de gens qui sont en apnée, en fait, ils ne respirent pas assez. Et les tissus, notamment ceux de la rétine, sont très gourmands en oxygène, donc il faut de l'oxygène. Respirer, ça s'apprend, ce que vous nous dites. On a beaucoup de mauvaises habitudes. Oui, on est trop contracté, trop stressé. On prend pas le temps de respirer, de faire des pauses. Je conseille d'ailleurs sur ordinateur toutes les 50 minutes, si on peut faire une petite pause, aller respirer, boire un verre d'eau, etc. pour se détendre. Et puis bâiller. Alors là, il va falloir nous expliquer. Alors déjà, c'est très communicatif. Donc si quelqu'un bâille, tout le monde s'y met. Ça, c'est pratique. En quoi ça aide de bâiller? Eh bien, on s'est rendu compte qu'en fait, l'équilibre du système nerveux. Alors, je vais rentrer un peu dans les détails très simples. Là, on peut parce que ça nous intéresse. Voilà. Sur le bâillement. Alors, on a 2 systèmes nerveux. Le système parasympathique, qui est une sorte d'accélérateur pour la plupart des organes, et le système orthosympathique. Alors, il y a le para, il y a l'ortho. C'est comme une voiture. Hein, vous avez un frein, un accélérateur. Et quand vous bâillez, en fait, il y a une régulation de ces 2 systèmes nerveux, comme dans l'éternuement. C'est-à-dire que souvent les gens qui éternuent fréquemment, c'est parce qu'ils sont pas tellement bien équilibrés entre leur ortho et leur para, et donc ils ont besoin de créer cet éternuement pour créer une espèce de spasme et de remettre le système nerveux en équilibre. Et donc très important de bâiller parce que vous allez remettre votre système nerveux en équilibre, donc être moins tonique et essayer de lâcher prise un peu. Quand on bâille, c'est bénéfique, mais est-ce qu'on peut faire exprès de bâiller? Ça, c'est quelque chose qui peut s'arranger? Ça s'entraîne en ouvrant très grand la bouche, comme font vos chats ou vos chiens le matin pour se détendre. Pas, oui. Donc ça, ce sont des habitudes respirer et bâiller qu'on peut prendre quoi le soir? Oh bah bâiller, oui, dès que vous vous sentez un peu fatigué, ça peut être en milieu de journée, hein, avant le repas. Souvent les gens qui ont faim ont envie de bâiller d'ailleurs. Donc s'il y a une espèce de détente, on a envie de remplir la partie viscérale de l'individu, et donc on se détend et puis après on va manger. C'est un moment de convivialité important. Et puis faut écouter ses besoins primaires. Souvent c'est le corps nous dit ce qu'il faut faire vraiment. D'autres témoignages 01 56 88 40 20 Vivre FM, c'est vous. Judith est myope et astigmate depuis l'âge de 10 ans. Ses problèmes se sont amplifiés d'année en année jusqu'à avoir 5 à chaque œil. On dit 5 dioptries. Avant de découvrir le yoga des yeux dont elle va nous parler, ses problèmes de vue prenaient beaucoup de place dans sa vie. C'est pas énorme, mais c'est quand même très handicapant dans la vie de tous les jours. C'est quand même très handicapant dans la vie de tous les jours. C'est quand même très handicapant dans la vie de tous les jours.